Bonjour, aujourd'hui, premier épisode d'une nouvelle série qui aura beaucoup d'épisodes, ou peu d'épisodes, ou pas d'autres épisodes, selon si je m'y tiens ou si j'abandonne ce projet comme les autres projets que j'ai démarrés. Je suis étudiant en master de recherche en histoire, et aujourd'hui je vais vous parler de ça. Pas de mes études, ça on en a rien à foutre, mais de la recherche. Oui, parce que l'histoire est une science. Et ça m'a toujours rendu assez dingue celles et ceux qui pensent qu'ils peuvent faire de l'histoire, mais qui racontent de la merde jusqu'au moindre détail. Parce que, qu'on soit d'accord, j'ai pas le moindre diplôme en maths et j'ai eu 8 au bac. Si j'arrive sur un plateau télé et que je dis tout fier, mais tout le monde est d'accord, 2 plus 2, ça fait 5. Vous allez me prendre pour le plus gros des abrutis. Alors pourquoi donc est-ce que certains se permettent de dire ce genre de choses ? Pétain a sauvé les Juifs, mais répondez-moi oui, non. Il a sauvé des Juifs français, oui. Napoléon comprit très vite la nécessité de répondre au vertige de la fin du droit divin, en le substituant par une autre légitimité, une autre transcendance, le peuple français. Tout ce qui est fait sans le peuple est illégitime. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois, et c'est Vercingétorix. En quoi c'est problématique ce que ces trois abrutis viennent de dire ? En dehors des relents autoritaires, de la xénophobie et du racisme, bien sûr. Eh bah, c'est que c'est faux. Ces extraits ont déjà été débunkés par de nombreux et nombreuses historiens et historiennes. Mais quand même. Déjà, Napoléon n'avait pas le soutien du peuple. C'est un dictateur. D'un point de vue purement historique, purement pragmatique. Il y a bien un point qu'on peut donner à Napoléon, c'est sa volonté de mettre à plat l'économie française et sa création de la Cour des comptes en 1807. À part ça, il a mis en place un régime autoritaire, profondément inégalitaire et élitiste. Il a rétabli l'esclavage, il a réduit les femmes à l'état civil d'enfants. Entre 4 et 7 millions de civils et militaires sont morts pendant ces guerres. Il a écrasé les révoltes guadeloupéennes et haïtiennes de 1802. Il a censuré la presse et a créé des journaux gouvernementaux pour relayer sa propagande. Le bonapartisme, c'est la silenciation, voire la destruction pure et simple des corps intermédiaires. Donc, par définition, du peuple. Pour aller plus loin dans l'héritage bonapartiste, je vous renvoie vers Napoléon Bonaparte, le noir génie, de Gérard Grunberg. Zemmour et Pétain qu'a sauvé les Juifs maintenant. Bon, là, c'est un sujet tendax, on va pas se mentir. Tendax parce que sensible, mais y a pas de débat. Pétain, il a sauvé personne. Le fait est que certaines familles juives très enracinées localement ont survécu aux différentes déportations et au génocide, mais le fait est que la quasi-totalité, et quand je dis quasi-totalité, c'est presque 100%, la quasi-totalité des juifs ayant survécu en France ont survécu aux rafles grâce à l'aide du peuple français et aux agents de la fonction publique qui ont refusé de faire du zèle. De plus, il suffit de regarder les chiffres. En l'espace de 4 mois, en 1942, la police française participe activement, très activement, à la déportation de 36 000 juifs. En revanche, à partir de novembre 1942, alors que la France est entièrement occupée par le régime nazi, ceux-ci mettent plus de 20 mois à en déporter 32 000. Le résultat, au final, c'est que 75 150 personnes juives sont déportées depuis la France. 24 000 d'entre eux avaient la nationalité française. Zemmour, il a fait son sel et sa carrière sur le racisme et le mensonge historique. Une fausse histoire, remodelée, remaniée, sciemment interprétée de travers. Parce que Zemmour, il se trompe pas, il falsifie. Débunker tous les mensonges de Zemmour, c'est très très long, mais du coup je vous renvoie vers l'excellent ouvrage collectif Zemmour contre l'histoire. Les Gaulois alors du coup, c'est plus chaud. C'est plus chaud parce que là on n'est pas vraiment dans de la réinterprétation, mais plus dans de la réelle erreur de lecture de l'histoire. Sarkozy évidemment, on sait qu'il y connaît rien en histoire, probablement qu'il en a rien à foutre, en tout cas, il est pas très doué. Mais c'est pas ce qui m'intéresse ici. Moi ce qui m'intéresse ici, c'est que ça fait limite partie du quotidien, cette erreur. On a même grandi avec, pour certains. Ça fait partie de la culture populaire. Bah ouais, la France, les Francs, les Gaulois, Vercingétorix, Charles Martel, les Arabes à Poitiers. Bon, là je viens de tuer tous les antiquisants et tous les médiévistes qui passaient par là. Bah ouais, parce que tout ça, ça a rien à voir. Pour ceux qui s'y connaissent déjà un petit peu, les Gaulois, c'était pas une nationalité, c'était un peuple. Et bah même pas. C'était des peuples. La Gaule elle-même, c'est une définition territoriale romaine
sous laquelle ils ont rassemblé un ensemble de peuples celtes. Ils ont été amalgamés comme ça parce que des alliances territoriales en rassemblaient certains, des alliances commerciales en rassemblaient d'autres, et certains partageaient certains dialectes. Vercingétorix, entre autres, il était même pas gaulois. C'était un roi celte du peuple des Arvernes, et il a fédéré des Gaulois face à César pendant la guerre des Gaules. Je peux pas développer très précisément, déjà parce que va arriver un moment où je vais dire des conneries, et en plus, parce que c'est putain de long. Pour donner une certaine image, en revanche, je vais laisser les cartes parler. Oui, parce que une des choses qui définit assez bien un peuple, ses langues, ses cultures, ses religions, son peuple, bah c'est sa géographie et ses frontières. Alors, dites-moi comment on pourrait parler de nos ancêtres les Gaulois, alors que les frontières françaises, entre gros guillemets, ont ressemblé successivement à ça. Et évidemment, en plus, il faut prendre en compte l'ensemble des conquêtes et colonisations extra-européennes. La France, l'héritage français, c'est un melting pot. Un melting pot de langues, de cultures, de religions, d'ethnies, d'origines. Mais surtout, la France, elle est à la croisée de plusieurs histoires. Finalement, comme quelqu'un dirait, on pourrait presque parler de la créolisation. En bref, résumer la France à un peuple unique, à une histoire unique, ça a aucun putain de sens. Si vous voulez approfondir un petit peu sur le sujet des Gaulois sans y passer 600 ans, je vous renvoie vers l'excellent entretien de Nota Bene avec Dominique Garcia, le directeur de l'INRAP. Bon, ça commence à être long et j'ai donné que 3 exemples. En bref, l'histoire, c'est des débats, c'est mouvant, c'est pas certain, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas l'inventer. Et alors souvent, quand on a des gens qui colportent, croient ou élaborent ce genre de théories foireuses sur l'histoire, et ben on se retrouve avec un « Prouvez-moi que c'est faux !» Ça, c'est une inversion de la charge de la preuve. En science, donc y compris en sciences sociales, c'est celui qui affirme quelque chose qui doit le prouver. Là, on a des gens qui affirment et qui nous demandent de prouver. Ça marche pas comme ça. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, et que j'affirme que 2 plus 2 égale 5, et bah c'est à moi de le prouver. Je peux pas demander à ce qu'on me le prouve. Je peux demander à ce qu'on me prouve que 2 plus 2 égale 4, ou que 3 plus 2 égale 5. En revanche, que 2 plus 2 égale 5, ça c'est à moi de le prouver. C'est à moi de le prouver et en utilisant la méthode scientifique, pas en utilisant la méthode que j'ai trouvée sur lesmathématiquesque-l'État-veut-vous-cacher.com et sachant que c'est pas sourcé. D'où mon point principal finalement. L'histoire, comme toutes les sciences sociales, comme toutes les sciences, c'est une méthode. Vous aimez l'histoire ? Vous aimez en lire, en écouter, en parler ? C'est génial. Mais faites attention. Faites attention à qui vous écoutez, à qui vous lisez. Et l'histoire, elle est construite à partir de sources primaires et secondaires. Le chercheur ou la chercheuse qui veut écrire sur Napoléon, il va aller chercher dans les textes d'époque, et il va aller chercher ce que ses pairs ont déjà écrit. Il va pas inventer une théorie à partir de sa propre morale, à partir de ce qu'il veut voir dans la société, ou à partir de ce qu'il ne veut pas voir dans la société. Il va pas s'inventer une philosophie. Alors ouais, lire 18 bouquins de 600 pages chacun pour comprendre exactement une période de des fois à peine quelques mois, ou alors pour comprendre ne serait-ce qu'un seul personnage historique, bah ça fait pas bander. Mais c'est ça l'histoire. Le débat, la contradiction, la méthode. Marc Bloch le définissait ainsi. Le savant est invité à s'effacer devant les faits. Ne crée pas de héros, ne distribue ni l'éloge ni le blâme. Pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études et d'avoir un doctorat pour parler d'histoire. Mais méfiez-vous de ceux qui mobilisent l'histoire pour parler d'un sujet de société. Ils ont souvent tort. Si jamais j'ai raconté des conneries, n'hésitez pas à me tabasser dans les commentaires et à me signaler. Et si vous voulez en apprendre de façon ludique plus sur l'histoire, je vous renvoie vers tout un tas de créatrices et créateurs absolument incroyables. On se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. Salut! Hop, tu sais quoi, je vais couper là, au cas où.